Il y a des pleurs qui percent les murs comme une revendication. Ils reviennent, impitoyables, à toute heure. Il n'y a pas de silence qui les empêche, seulement des tentatives, souvent vaines, pour les contenir. Dans la grande maison au bout de l'avenue, ces pleurs devenaient une rumeur permanente, un bruit qui dérangeait le confort immaculé des salons et réveillait une culpabilité que personne ne savait bien nommer. Johanna descendit du bus comme un automate, les épaules voûtées sous la petite blouse bleue, ses mains talleuses serrant le sac où, depuis des mois, elle portait les mêmes objets qui lui rendaient son histoire visible. Un doudou élimé dont la couture avait été rafistolée 1000 fois, une photo pliée, partiellement déchirée, où l'on devinait un petit visage embrumé par le temps. La carte d'une clinique qu'elle regardait rarement, mais qu'elle gardait comme on conserve une cicatrice. Le béton du trottoir vibrait encore du soleil matinal. Devant la grille, les hautes colonnes de pierre semblaient rejeter la chaleur du jour, comme si elles avaient conscience d'habiter un autre monde. Elle avait 27 ans. Elle avait appris très jeune à mesurer l'espace qu'elle occupait, la maison, la chambre, les mains qui réparaient, qui essuyaient, qui rangeaient. Sa vie avait été ponctuée de petits gestes dont personne ne demandait la poésie. Plier des serviettes, ranger des chaussures, déposer un verre d'eau sur une table. Et par-dessus tout, une absence durait en elle comme une phrase restée en suspens. La mort de son bébé, quelques mois plus tôt, et le vide imprévisible que laissait un corps qu'on ne reverra jamais. Dans la maison des Brasans, chaque objet était à sa place, chaque rideau venait d'être relevé par quelqu'un qui avait pensé au sens de la lumière. On l'avait engagé pour nettoyer, ranger, assurer que la maison gardait sa respiration régulière. On ne l'avait pas engagé pour résoudre des détresses. Pourtant, les détresses sont des créatures aussi persistantes et, parfois, bien plus inventives que les procédures. Le bébé s'appelait Gaël, il avait 4 mois, une peau de pêche tendue sur des os minuscules et un cri qui semblait ne jamais vouloir finir. Sa mère était morte en donnant la vie, une formule terrible qui répétait sa cruauté dans les couloirs. Depuis, aucun biberon ne trouvait grâce à ses lèvres. Plusieurs nourrices avaient passé des nuits blanches, avaient tenté des positions, des sucettes, des purées, des massages. Elles étaient reparties, fatiguées, défaites par une petite bouche qui ne reconnaissait rien de ce qui lui était offert. Fabio Brasan menait la maison avec la même précision qu'il dirigeait ses entreprises. Il avait appris à prendre des décisions tranchantes, à réduire des problèmes à des solutions visibles. Mais il n'y avait pas de solution visible pour un enfant qui ne voulait pas manger. Son visage, quand il venait dans la chambre et observait le lit où son fils s'étirait en pleurs, était celui d'un homme qui avait touché une limite. On le voyait assis sur le bord du lit, les mains jointes, regardant comme on regarde une vague, attendant qu'elle passe, qu'elle se calme. Pourtant, la vague revenait, plus forte. La première semaine où Johanna travailla dans la maison fut une continuité de ses petites habitudes. Elle essuyait la poussière, replaçait les coussins, remplissait les présences d'un ordre nouveau. Elle observait le bébé à travers la porte entr'ouverte. Il était une présence sonore, un motif régulier qui accompagnait ses journées. Un soir, elle trouva le paquet du lait en poudre à moitié plein sur la table, des taches séchées, des traces d'essais infructueux. Elle passait la main sur la manche d'un vêtement d'enfant et, sans le vouloir, la caresse réveilla autre chose en elle, une mémoire physique. Son corps se rappela d'un temps où il avait porté et donné. Ce fut une information simple, presque crue, qui la traversa. Il y avait encore du lait dans ses seins. Elle regretta la pensée aussitôt. L'interdit social avait une voix sévère qui murmurait la prudence. Elle se dit qu'il valait mieux ne pas imaginer. Elle rangea le chiffon, remit la photo dans sa poche et continua. Mais cette image avait planté une graine. La nuit, quand les pleurs s'élevaient comme une lame, la graine poussa. Les nuits de la maison se succédaient en une série de tentatives. Johanna observait de loin. Les moniteurs grésillaient, des veillées improvisées se formaient. Parfois, Fabio restait plusieurs heures dans la chambre, la lampe basse, regardant son enfant faire des moulinets avec les mains, avaler de l'air qui pleurait comme lui. D'autres nuits, des nounous venaient, passaient 1 heure, 2 heures, et s'en allaient en pleurant, incapables de trouver la clé du silence. Le grand berceau demeurait un peu trop grand, la couverture semblait avaler les petites farmes. Une nuit, vers 2 heures, Johanna passa près de la chambre et entendit le bébé hurler avec cette élévation dans la voix qui forçait l'espace. La veillée habituelle n'avait pas calmé la tempête. Elle arriva sans réfléchir. Les murs étaient faits de cette froideur qu'on appelle réserve, mais la porte était entr'ouverte.
Le garçon, rouge et plissé, se tordait. Il y avait des sucs au coin de sa bouche. Il gonflait et se dégonflait comme un petit sac. Les seules lumières allumées étaient celles qui racontent des sursauts humains. Elle s'approcha. Le corps lui répondit d'une façon qu'elle n'avait pas planifiée. La chaleur se répandit dans sa poitrine, une présence physique qu'elle avait connue et qu'elle n'attendait plus. Les mains de Johanna tremblaient presque, pas de peur, mais de vie ancienne se rappelant. Elle prit doucement le bébé, le pressa contre elle, sentant l'odeur de lait et de sommeil mêlée au parfum propre des draps. Dans cet instant suspendu, la mémoire de son propre bébé fit une brèche dans son silence. Des images courtes, effilées, la fenêtre trop grande, une infirmière qui pleurait, un silence domestique transformé en absence. Elle porta Gaël contre son corps en sentant une sensation étonnamment familière le long de ses côtes, humide, tiède, prête. Elle ne pensa pas à la légalité, elle ne força pas. Elle laissa la nature faire ce qu'elle savait faire. Le bébé trouva le sein avec un réflexe qui semblait avoir été gravé avant la conscience. La tétée fut simple et sans héroïsme. Il n'y eut pas de regard dramatique, pas de musique suraiguë. Seulement la respiration qui se calait, la petite main qui s'ouvrait, le corps du bébé qui se dégonflait pour se remplir d'autre chose. Le son des pleurs diminua comme on baisse une fenêtre. Johanna ressentit une véhémence d'émotion qu'elle ne put nommer. Soulagement, culpabilité, une joie muette, et surtout la certitude d'avoir fait ce que personne n'avait su faire. Le lendemain matin, quand le silence qui succédait à la veille tendue plana dans la chambre, Fabio s'approcha en remarquant le bébé endormi, une tranquillité qu'il n'avait pas vue depuis des semaines. Il fronça les sourcils, cherchant l'explication dans les draps, dans le linge, dans la chaleur du radiateur. Ses yeux croisèrent ceux de Johanna, un bref échange qui contenait une interrogation autant qu'un remerciement. « Qui l'a calmé ?» demanda-t-il, la voix râpeuse de fatigue. Johanna répondit d'une voix faible, sans ajouter d'explication. Elle avait peur, une peur qui était une troisième peau. Dire la vérité, c'était ouvrir la maison au jugement. Mentir, c'était trahir ses propres gestes. Alors elle fit pétrir les mots comme on pétrit une pâte trop humide. « Peut-être le calme de la maison, dit-elle. » Et il la laissa avec ce petit mensonge silencieux, parce que l'homme de la maison était aussi un père qui cherchait un répit et se rassurait aisément quand il en trouvait. Les jours suivants furent marqués par une routine nouvelle, fragile comme la pellicule d'un souvenir. Johanna se rendit compte qu'elle produisait du lait en quantité suffisante pour apaiser Gaël, et chaque fois qu'elle le prenait, le garçon cessait de hurler et s'enfonçait dans un sommeil épais. Elle se débrouillait pour rester discrète, des vêtements amples, des couvre-lits déplacés, des allées et venues justifiées par une nécessité de soins. Elle s'organisa pour faire croire qu'elle gérait, comme d'habitude, l'entretien d'une maison qui exigeait une présence discrète. Pour Johanna, ce soin avait quelque chose d'ancestral et de salutaire. C'était une répétition d'un rôle qu'on lui avait arraché. À mesure qu'elle donnait, elle goûtait une consolation qui n'était pas seulement physique. Paradoxalement, le geste la rapprochait de l'enfant qu'elle avait perdu et lui permettait, un peu, d'effacer la douleur qui l'avait rendue silencieuse. Mais à chaque fois que la porte se refermait derrière elle, une petite voix intérieure lui murmurait les conséquences possibles. Un scandale, la haine de ceux qui ne comprendraient pas, une perte de travail, l'humiliation publique. Fabio vit l'effet des tétés comme on regarde un bon diagnostic, la cause. Il continua de chercher des explications pratiques, des routines, des tests comportementaux. Mais il y eut aussi, dans ses regards, l'embarras d'un homme qui sent que sa maison cache une vérité intime qu'il avait du mal à formuler. Parfois, il surprenait Johanna au bord d'une pièce, les doigts serrés autour d'un chiffon, comme si elle s'efforçait de garder sa dignité intacte. Il se taisait. Puis, il finissait par remercier d'un mot simple, presque maladroit, parce que l'homme qui tenait des titres avait appris qu'il y a des gestes que les titres ne peuvent pas acheter. Le récit de cette nouvelle appropriation du rôle maternel circula cependant comme une eau souterraine. Elle n'était visible nulle part, mais elle se propageait dans des espaces intimes, empreignant les nuits de la maison. Les employés commencèrent à remarquer de petites choses. Un paquet de lingettes déplacé, une blouse humide accrochée dans un coin mal éclairé, un rire étouffé derrière la porte du personnel. Les langues attendrirent, mais les regards des gens d'en haut, ceux qui disaient tout haut ce que la maison devait être, restaient intransigeants. Dolores Brazaon, la mère de Fabio, représentait l'angle dur de cette intransigeance.
Ses mains étaient celles d'une femme qui avait appris à gouverner sa réputation comme on gouverne un héritage. Chaque mariage réussi, chaque don, chaque portrait dans les revues sociales formait pour elle une armée de preuves qu'il fallait conserver. Elle avait accueilli l'enfant comme on accueille un trophée, une continuité heureuse à préserver. Et la mort de la mère avait fissuré ce plan parfait. Dolores n'acceptait pas l'idée d'irrégularité qui pourrait rougir la façade de la famille. Son amour pour son petit-fils était réel, mais assorti d'une obligation, que tout soit ordonné, visible et contrôlable. Un après-midi, alors que la maison semblait retrouver une paix trompeuse, Dolores passa par la chambre du bébé pour vérifier les stocks et les bibelots. Elle remarqua une petite tache claire sur le bord d'un linge, un soupçon de matière qui n'appartenait pas à l'ordre prévu. Son regard se crispa. Elle étira les doigts comme si elle voulait attraper une vérité. Les pièces propres, la routine, tout cela lui donnait l'illusion d'une maîtrise. Et une tache burinait sa souveraineté. À la cuisine, autour d'un café préparé par la gouvernante, elle posa la question comme on pose un dossier sur la table. Qui a été dans la chambre la nuit dernière? Qui dort auprès de cet enfant? On lui répondit avec la réserve des domestiques, en énonçant les présences, les noms, les horaires. Mais dans sa poitrine, Dolores sentit se former une inquiétude plus large. Si l'enfant ne prenait pas de lait artificiel, si soudain il se calmait, alors qui avait comblé cette absence? Le soupçon s'arrima à un nom qui circulait, prononcé à mi-voix dans la maison, Johanna. La mère eut d'abord une réaction mesurée. Elle appela son fils, parla avec la sécheresse de qui entend une phrase qui ne doit pas s'ébruiter. Fabio, pris entre la gratitude et la gêne, tenta de tempérer. Il ne voulait pas accuser, il voulait surtout protéger l'enfant. Sa mère, parlant d'une possible improvisation, le déstabilisa. Il savait que la réputation de la famille était fragile, pas tant à cause d'un geste humain, mais à cause de la manière dont le monde extérieur pouvait en faire une histoire. Dolores ne se contenta pas de soupçons. Elle avait l'habitude de gérer les menaces avec des armes précises, enquête, documentation, preuves. Elle fit appel à une professionnelle discrète, Carla Noguera, une détective privée dont la spécialité était de rendre visibles les choses qu'on disait ne pas voir. Carla n'était pas brutale, elle était méthodique. Elle connaissait les trajets, les habitudes, elle savait lire la courbe d'une vie dans les images d'une caméra. Dolores le lui fit promettre. Elle voulait des faits, pas des rumeurs. Elle voulait des photos, des dates, des preuves. Dans la logique de Dolores, la preuve rendrait la vérité simple, la rendrait manipulable. Carla accepta la mission. Elle vint d'abord en civil pour comprendre la maison. Elle prit des notes, observa les routines, localisa les angles morts et les couloirs qui donnaient sur le parc. Elle connaissait l'effet d'une image sur le pouvoir. Une photographie d'un moment intime sorti de son contexte pouvait changer le cours d'une conversation. Elle posa son matériel avec la même neutralité apparente que celle d'un médecin qui ausculte un patient sans préjugés. Pendant ce temps, Johanna continuait ses gestes avec cette précision d'une personne qui tient un rôle essentiel mais fragile. Chaque fois qu'elle prenait Gaël, elle vérifiait la réalité du moment. La maison était-elle occupée? Y avait-il quelqu'un derrière la porte? Le bébé respirait-il normalement? Elle se lavait les mains avec une angoisse ritualisée, comme si chaque geste pouvait la protéger d'un verdict. Et chaque geste la raccrochait à la mémoire de son propre enfant, à cette absence qui la poussait à agir non par défi, mais par amour. La première vraie confrontation, en dehors des soupçons, se déroula dans un couloir éclairé par une lumière douce. Dolores, sans éclat sonore, convoqua Johanna. Johanna sentit son cœur partir en avant, comme une bête prise dans les pièges de l'angoisse. Les mots de Dolores furent polis mais tranchants. Elle demanda, avec cette précision implacable qu'ont les personnes qui savent demander une preuve, comment la nourrice arrivait à calmer l'enfant autant que cela. Johanna balbutia une explication qui ne disait rien et qui disait tout. Parfois, le bébé se calme seul, parfois un son, un geste. Dolores la regarda comme on regarde un tissu tordu. Il fallait lisser, trouver l'origine. Ce qui suivit fut un petit échange de regards entre deux mondes. Johanna vit dans les yeux de Dolores la peur d'une contagion, que l'histoire puisse être racontée, mal interprétée, qu'elle atteigne les journaux du soir et tâche un nom. Johanna comprit qu'elle n'appartenait pas à ce monde, qu'on la tenait à distance. Elle sentit la honte et aussi une colère sourde, non dirigée, mais qui laissait un goût salé dans la bouche.
Elle ne laissa rien paraître, sa voix resta basse, comme si parler fort pouvait rendre les choses irréversibles. Les jours suivants, l'atmosphère se modifia doucement. Carla commença son travail de surveillance. Elle installa des repères dans le parc et prit quelques photos des allées, du banc où Johanna s'asseyait pour reprendre son souffle pendant la pause. La première série de clichés ne montrait rien d'autre qu'une femme qui buvait un verre d'eau, une blouse humide par la chaleur, un doudou sur le banc. Les images n'étaient pas incriminantes, mais elles exposaient une présence qui se répétait. Dans la logique de Dolores, la répétition était en soi un motif. Johanna sentit la pression sans pouvoir la nommer. Elle commença à se déplacer avec une précaution nouvelle, couverte par des gestes qui, avant, ne l'entravaient pas. Chaque regard la rendait plus petite. Et pourtant, vers le cœur de la maison, lorsque le bébé se calmait contre elle, elle reprenait une grandeur secrète. Elle devint à la fois plus prudente et plus obstinée. Donner était devenu une nécessité qui dépassait la question du risque. C'était un geste éthique envers un être vulnérable. Un soir, alors que la maison semblait se replier en elle-même, la détective prit une photo qui, à première vue, ne paraissait pas quelqu'un de décisif. Johanna revenait du parc, le sac plus léger, l'expression tirée. Mais, dans la même série, il y avait quelque chose d'autre, un flou qui montrait la silhouette d'une porte entr'ouverte, un éclairage inexact. Pour Dolores, habituée à voir des signes, ce flou devint une piste. Elle réfléchit à la manière d'extraire de ce flou une certitude. Si l'enfant était allaité en secret, c'était pour préserver sa santé, mais aussi un scandale pour la réputation. Fabio, de son côté, oscillait entre l'envie de laisser les choses en suspens et la nécessité d'une décision. Il voyait sa mère se raidir, incapable d'accepter un geste non encadré. Il savait aussi le bien tangible que Johanna faisait au bébé. Il lui arrivait, la nuit, de s'asseoir dans la chambre, d'observer la poitrine du garçon qui se soulevait doucement et de se demander quel choix ferait un père, qui ne voulait perdre personne. Sa décision était encore à venir, mais la pression sociale commençait à l'étirer d'un côté comme de l'autre. La maison tenait son souffle. Les pleurs de Gaël restaient le motif, un rappel permanent qu'aucune richesse n'isolait d'une douleur humaine. Johanna continuait à faire ses tâches, rangée dans un angle qui mêlait tendresse et prudence. Dolores, de son salon, regardait des images qui lui étaient envoyées par Carla, des fragments qui promettaient d'arriver à une vérité. Et quelque part, dans une chambre presque irréelle, un petit être buvait et se taisait, ignorant qu'il était au centre d'un jeu de forces humaines. Le risque était désormais palpable. Pas seulement celui de perdre un emploi, mais celui d'être exposé, jugé, d'avoir une action interprétée comme une transgression plutôt que comme un sauvetage. Johanna se tenait entre la compassion et la peur, et sa peur commençait à avoir une voix extérieure. Une voix qui appartenait à une femme bien peignée, aux airs de dossier d'archives, qui venait de faire une promesse à Dolores. « Je lèverai tous les doutes », avait-elle dit. Dolores avait hoché la tête, la promesse suffisait. Et la maison, qui avait connu tant d'ordre, se préparait à voir un secret surgir à la surface. Les rideaux restaient tirés, comme si l'on pouvait dérober un geste en l'empêchant d'exister à la lumière. Pourtant, la vérité avait déjà commencé à être photographiée, puis analysée, puis interprétée. Les pièces s'alignaient pour créer un spectacle que personne ne souhaitait, mais que l'orgueil de la famille savait organiser. Johanna, quelques heures plus tard, retire une serviette du sac et la replie selon un geste appris dans l'enfance. Elle s'assoit un instant sur un banc du petit jardin réservé au personnel, le même banc où Carla avait pris des photos. Elle sent le tissu propre, respire profondément et, pour la première fois depuis des jours, elle se permet de penser à l'avenir autrement qu'en termes de survie. Son souffle se calme. Pour elle, le sauvetage du bébé avait été aussi une hypothèse de réparation. Mais la réparation ne se faisait pas sans risque. Quelque chose se brisa dans la glace polie de la maison, un fil invisible qui reliait un geste intime aux conséquences publiques. Les caméras, les appareils, les dossiers, les regards, tout était prêt à transformer ce fil en corde. Johanna l'ignorait encore. Les photographies allaient bientôt être montrées à quelqu'un qui n'avait rien d'une innocente, et la manière dont cette personne réagirait pouvait renverser l'équilibre fragile qu'elle avait trouvé avec l'enfant. La nuit qui suivit fut lourde d'attente. Johanna passa devant la porte du bébé sans s'arrêter, sentant le corps de l'enfant comme un appel. Dolores, depuis son appartement à l'autre étage, regarda la photo noir et blanc sur son bureau, la tache de lumière comme une preuve à peine formée.
Fabio, dans son bureau, voulut croire au silence, mais le silence n'était plus que la suspension avant un bruit plus grand. Et quelque part, derrière les murs, Carla étiqueta une série de clichés et écrivit la date et l'heure, un geste administratif qui, pour elle, n'était qu'un travail. Mais pour d'autres, ce travail était la clé d'une réputation, la preuve qu'un geste humain pouvait être transformé en débat public. Elle posa la boîte à côté d'un dossier marqué « Dolores », comme on met en place des pièces sur un damier. Dans la chambre de Johanna, un objet simple, le doudou rapiécé, posé au fond de son sac, semblant plus lourd que le poids d'une vie passée. Elle le caressa sans voir et, pendant un instant, la maison entière parut retenir son souffle. Le pleur qui avait accompagné les premiers jours semblait désormais se préparer à une autre phrase. Les acteurs s'étaient mis en place. Les regards étaient prêts à être braqués. La suite dépendrait de qui parlerait le premier et de la manière dont la vérité, quand elle sortirait, serait racontée. La boîte de photos resta posée sur le bureau de Dolores comme un petit verdict en attente. Elle y revenait, la regardait, la remettait dans son tiroir, la sortait de nouveau, comme si tourner la page pouvait changer l'image imprimée sur le papier. Les clichés montraient des angles, des mouvements, des instants volés. Johanna poussant la poussette près du banc du personnel, Johanna revenant du parc, Johanna passant la tête par la porte de la chambre du bébé. Un plan plus net, pris à la tombée de la nuit, montrait une main qui se glissait sous la couverture. Ce n'était pas explicite, mais c'était suffisant pour Dolores. Une preuve à demi formée, une allusion assez forte pour faire vibrer sa peur. Fabio entra dans le salon au moment où Dolores refermait le dossier. Il ne comprit pas tout de suite la gravité des images. Il crut d'abord à une précaution maternelle excessive. Puis il vit la précision de la mise en scène, les heures, les commentaires, le soin froid de la détective. Sa poitrine se serra. Il s'assit, la mâchoire serrée, en regardant la série de photographies alignées comme un catalogue. « Tu as demandé des preuves, dit-il doucement. « J'ai demandé la vérité, répondit Dolores. La réputation ne se protège pas d'elle-même, mon fils. Si cette histoire s'ébruite, ce ne sera pas seulement toi qui seras touché, c'est toute la famille. » Il y eut un silence lourd, chargé de toutes les choses qui n'avaient pas été dites depuis la naissance de Gaël. Fabio pensa au sommeil apaisé de son fils, aux nuits plus douces depuis quelques semaines, et à la gratitude maladroite qu'il éprouvait envers la femme en blouse bleue. Mais il pensa aussi à l'éventualité d'un scandale, les magazines, les commentaires, les visages surpris. Il sentit la rigidité maternelle de Dolores comme une autre forme d'amour, complète et terrible. Pendant ce temps, Johanna continuait à faire ce qu'elle savait faire, disparaître dans le travail et revenir avec, parfois, des traces de sommeil sur son visage. Elle rangeait, frottait, repassait, et chaque soir son cœur était un labyrinthe. Elle savait que quelqu'un observait, elle sentait la présence Dieu sur sa routine. Les regards du personnel avaient changé, plus attentifs, plus légers aussi, comme des mains qui voudraient aider mais ne savaient comment. Un matin, Dolores convoqua une réunion discrète. Elle avait invité Carla pour qu'elle montre les clichés à feuilles ouvertes et quelques cadres de la maison furent présents, trop formels pour être détendus. Carla déroula son portfolio avec la sérénité d'une professionnelle qui sait que l'image est plus persuasive que n'importe quelle parole. « Voilà ce que nous avons, dit Carla. Rien de frontalement accablant, mais une continuité d'action. Regardez les heures, les répétitions, regardez ces allées et venues. » On vit la gravité se peindre sur les visages comme une ombre nette. Une voix du conseil du personnel murmura que la prudence était de mise. Une autre proposa de suspendre Johanna à titre préventif, le temps d'une enquête interne. Dolores hocha la tête. Sa décision fut froide, presque mécanique. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la réputation, il s'agissait, dans sa logique, d'éviter que quelque chose d'irrémédiable ne prenne racine. Quand on parla de suspension, l'air sembla se fendre d'un coup. Johanna, qui venait d'entrer pour apporter un plateau, fut appelée par le régisseur. On lui demanda de s'asseoir. Ses mains tremblaient de façon imperceptible. Elle regretta instantanément d'avoir laissé sa main sur le chiffon, comme si un indice physique pouvait trahir sa faute. Dolores expliqua d'une voix polie les raisons d'une mise à l'écart momentanée, le temps d'éclaircir certains faits. Johanna hocha la tête. Aucun mot de colère ne sortit. Elle avait peur, oui, mais elle avait aussi cette tranquillité inaltérable que donne un acte qu'on croit juste. Elle quitta la maison ce soir-là avec son sac plus lourd que d'habitude. La porte de service se refermait sur elle comme la langue d'un livre. Elle traversa le jardin du personnel en regardant le doudou fiché au fond de son sac. L'air extérieur avait un goût d'usure.
Elle s'assit sur le banc, retira la serviette et serra le tissu entre ses mains. Les images qu'on lui imposait dans sa tête n'étaient pas celles des photographies. Elles étaient les yeux du bébé qui se fermaient, la poitrine qui respirait, le calme. Elle se répétait ces instants comme un talisman. Et pourtant, la menace d'un licenciement et d'une honte publique planait. C'est à ce moment-là que la rumeur, finalement, franchit la cloison invisible. Un petit article, succinct, anonyme, sans signature, parut dans un journal local. Soupçon autour d'une aide à domicile, le bébé Brazao aurait été allaité par une personne du personnel. Les réseaux en firent leur miel instantanément. Des commentaires sévères, d'autres compatissants. La machine du scandale commençait à tourner. Fabio reçut l'information comme un projectile. Les mots ne prenaient pas forme immédiatement. Il sentit la chaleur lui monter au visage. Il fit une promesse à lui-même, ne pas céder à l'onde. Pourtant, il savait que beaucoup l'utilisaient pour le pousser dans une direction. Dolores dut composer avec ses nouvelles armes. Elle devint plus dure, plus inflexible encore. Elle entrevoyait déjà le monde lui reprochant une inconséquence, ou pire, inventant des choses qu'elle n'avait jamais voulu. La vie publique eut des conséquences directes. Une réunion d'urgence chez le conseil de famille, des appels d'amis conseillers en images, un avocat mandaté pour la simple gestion de crise. L'avocat, un homme aux cravates sombres, leur expliqua que la situation était délicate, mais que rien, dans les photos, ne constituait en soi une infraction pénale. Il faudrait prouver mise en danger ou une quelconque intention malveillante, dit-il. Mais sur le plan médiatique, vous devez agir vite, une déclaration officielle, une position claire et le reste suivra. Sa voix était celle d'un homme habitué à trancher les collisions d'intérêts. Fabio, tiraillé entre la protection d'une réputation et la protection d'un enfant, prit une décision qu'il pensait mesurée. Il demanda à Johanna de cesser tout contact rapproché avec le bébé pour apaiser les esprits de la maison et mettre une frontière claire. C'était un choix technique, dit-il à lui-même. Il n'était pas encore prêt au combat émotionnel qui suivrait. Il fit signer des documents de suspension par mesure conservatoire, pas une dénonciation judiciaire, mais une mesure interne. Johanna accepta, silencieuse. Les jours qui suivirent furent froids comme une vitre. Gaël, privé de la présence maternelle qui l'avait si abruptement calmé, se mit à réclamer avec plus d'âpreté. Les nuits redevinrent des tours d'horloge où personne ne trouvait le sommeil. Le transfert d'alimentation fut instable, le biberon, la tétine, tout repoussait. On pratiqua des tests, on consulta une psychologue infantile pour étudier l'attachement, on fit des essais avec du lait pasteurisé, des formules différentes, des petits gestes d'ergonomie. Mais la bouche du bébé restait fermée à ce qui venait de l'extérieur. Le poids de Gaël commença à descendre doucement mais inexorablement. Les courbes, autrefois plates, prirent une pente qui inquiéta le pédiatre. Le docteur Fernando, appelé en consultation d'urgence, examina le dossier, les photos, parla avec calme et précision. Il usa d'un langage professionnel pour expliquer l'évidence. Certains nourrissons développent une préférence sensorimotrice pour le contact humain et le goût du lait humain. S'ils associent à un certain geste ou à un visage, la substitution peut être refusée. Ce n'est pas une règle universelle, dit-il, mais c'est un tableau clinique connu. Le sevrage brutal, après une période de collectage de lait humain, peut provoquer une désorientation, un refus de se nourrir et, à terme, une déshydratation. Il proposa des solutions graduées. Relire l'historique, essayer du lait de banque de lait humain si disponible, pratiquer des tétées simulées, et surtout, surveiller le poids, l'hydratation et l'alimentation. Il parla avec prudence des risques. La première urgence, c'est d'assurer une prise alimentaire. Si le bébé continue à refuser et à perdre du poids, il faudra envisager une hospitalisation. Ces mots furent simples, mesurés, mais derrière la neutralité se dessinait l'urgence. Quand la courbe de Gaël montra un retrait plus marqué, la maison revint à la panique. Les nuits furent peuplées de gestes inquiets. Les visages se tournaient vers des experts. Les images dans la presse avaient fait leur travail. La crainte d'un procès, une pression médiatique qui transforma la discrétion en bruit. Dolores, qui voulait la rigidité comme rempart, commença à sentir ses certitudes chanceler. Elle, qui, jusqu'ici, avait voulu protéger l'image à tout prix, se trouva maintenant face à la possibilité concrète de perdre son petit-fils. Le visage de Gaël, pâle et frêle sur la photo du dossier médical, parlait un langage que les revues ne pouvaient contrôler. La décision qui devait suivre n'était pas une question de réputation, elle était une question de vie. Fabio, après des nuits sans sommeil, passa la journée dans le service pédiatrie.
Il regarda son fils mesurer la fragilité d'un corps au travers d'une courbe. Il revit les nuits calmes, la bouche du bébé qui se fermait autour d'un geste, et revint à la confrontation intérieure. Que ferait un père qui n'accepterait pas de perdre son enfant à cause d'un débat social? Il appela Johanna. Elle vint, vêtue avec discrétion, le regard fixé au sol. Dans le couloir du service, il lui parla sans colère, mais avec une force calme. Il évoqua les photos, la suspension, tout en lui disant aussi qu'il savait qu'elle avait agi par compassion. Johanna pleura, d'abord silencieusement, puis en mots hachés. Elle expliqua sa douleur, la mort de son bébé, la façon dont le geste n'avait été pour elle qu'un soin. Elle n'inventa pas d'excuses, elle offrit une confession nue. Elle avait nourri Gaël parce qu'elle n'avait pas supporté de l'entendre souffrir. Fabio sentit la trahison et en même temps comprit la logique du geste. Son esprit d'entrepreneur cherchait une solution pratique. Son cœur, son instinct paternel, parlait un autre langage. Le choix se posa brut et simple, sauver la vie de l'enfant. Il demanda au docteur Fernando ce qu'il fallait faire, et le médecin répondit sans détour. Si Gaël ne reprend pas du poids et refuse systématiquement la formule, la meilleure option immédiate est de stabiliser son hydratation et son alimentation. Si le lait humain est un facteur clé pour le confort et la prise alimentaire, comme il semble l'être dans ce cas, il faudra envisager un apport de lait humain jusqu'à ce que la courbe redevienne rassurante. L'idéal serait une banque de lait. Sinon, dans un cadre contrôlé et avec consentement, une nourrice peut donner du lait exprimé. Le mot « consentement » prit tout son poids. Fabio n'hésita pas. Il regarda Johanna et fit une proposition que personne n'attendait. « Aide-nous, Johanna, mais nous le ferons de façon transparente, encadrée médicalement. Si tu acceptes, nous organiserons des tests, une consultation, des règles d'hygiène strictes, tout ce qu'il faut. » Sa voix était ferme. Il n'y avait plus là-dedans le vernis social. Il y avait un homme qui mettait la vie avant l'image. Pour Johanna, la proposition eut une double face. Elle se sentit soulagée et terrorisée. Donner involontairement avait été un geste secret. Le refaire sous le regard des médecins, avec des prélèvements et des règles, transformait la tendresse en procédure. Mais l'option d'un autre choix, laisser le bébé s'affaiblir, n'existait pas pour elle. Elle accepta en tremblant. Il y eut des tests, analyses bactériologiques, recherche d'anticorps, vérification des pratiques d'expression du lait et de conservation. Le service d'hospitalisation contacta une banque de lait humaine régionale qui n'avait pas tout le stock nécessaire pour un apport prolongé. Les protocoles furent respectés, hygiène, pasteurisation si nécessaire, traçabilité. Le personnel médical se montra prudent, pédagogue. Dr Fernando veilla à ce que chaque étape soit expliquée, que chaque risque soit pris en compte. « Nous faisons cela parce que c'est la meilleure option pour l'enfant dans ces circonstances », dit-il. Ce n'est pas une idéalisation du lait maternel, c'est une réponse ciblée à une situation clinique précise. La presse, qui avait flairé l'affaire, demanda des réactions. Dolores se montra d'abord farouchement opposée. Elle craignait la stigmatisation, la défense de sa réputation. Elle parla de limites et d'une nécessité d'ordre. Mais la vue de son petit-fils, branché à une perfusion, changea son angle. Pour la première fois, la logique du contrôle rencontra la fragilité de la chair. Lorsqu'on lui expliqua que la situation clinique exigeait de s'assurer d'un apport nutritif humain et que la seule personne immédiatement disponible était Johanna, quelque chose en elle se fissura. Carla, la détective, qui avait déclenché cette cascade sans intention maligne, se trouva prise dans un remords silencieux. Sa profession lui demandait de rendre visible ce que l'on disait invisible. Elle n'avait pas prévu que sa méthode mettrait en danger un enfant. À la vue de la salle d'hôpital et de l'anxiété de la jeune femme, elle se sentit éclipsée par une honte qu'elle n'avait jamais connue. Elle fit une démarche discrète auprès de Dolores et fit part de sa surprise. « Si j'avais su, » dit-elle. Les mots ne changèrent rien de ce qui avait été fait, mais ils montrèrent que la vérité avait plusieurs visages. Le soir où la décision fut prise, la salle d'hôpital devait accueillir une scène improbable. Dolores, Fabio, quelques membres du personnel médical et Johanna, dans un petit rituel d'inscription au réel. Il y eut une signature, quelques consultations, le lavage des mains, la pose d'une blouse. Tout fut ordonné comme une chorégraphie respectueuse des protocoles. On prit le lait exprimé de Johanna, on le conserva dans des conditions stériles, on le donna au bébé sous la surveillance du personnel. La première tétée sous surveillance fut, pour tous, une épreuve et une libération. Il n'y eut pas d'émotion ostentatoire, mais une attention collective presque sacrée. Les yeux de Dolores étaient baissés, comme si elle voulait voir sans vraiment regarder.
Fabio tenait la main de son fils avec une force nouvelle. Johanna, elle, pleura silencieusement. Ce n'était pas l'indécence d'un cœur exposé, mais la simple reconnaissance qu'un acte d'amour pouvait être encadré par la loi et la médecine sans pour autant perdre sa nature essentielle. Les résultats furent lents mais encourageants. Gaël reprit progressivement du poids. Son sommeil retrouva une régularité qui avait manqué ces dernières semaines. Les courbes, les perfusions et les protocoles jouèrent leur rôle. Le lait humain fit partie de l'arsenal thérapeutique et chaque jour rapprochait le petit d'un état plus robuste. Avec le temps, la tension dans la maison retomba, transformée en une complicité timide. Les personnes qui avaient été tentées de juger se retrouvèrent devant la réalité d'un corps vivant. Pourtant, la presse ne s'apaisa pas immédiatement. Les scoops se succédèrent, des titres sensationnalistes, des commentaires, des discussions sur la moralité et la légalité d'une nourrice allaitant un enfant de riche. Les réseaux en firent un théâtre. Dolores, qui avait d'abord voulu préserver l'image, dut composer avec une exposition qu'elle n'avait jamais voulu. Elle s'enferma dans son bureau, reçut des appels, fit des entrevues préparées par son équipe de communication. Sa posture resta dure en public, mais en privé, son regard sur le petit fut sans équivoque. Il était son petit-fils et sa priorité changea. Fabio prit une décision publique inversée à tout ce que l'on aurait pu prédire. Lors d'une conférence de presse, préparée plus par nécessité que par stratégie, il parla lentement et simplement. Il expliqua la situation, la santé de son fils, l'importance de l'acte de soin qui avait permis d'éviter un drame, et son choix de placer la vie au-dessus de la peur sociale. Il ne nia pas la complexité morale, il reconnut la douleur des autres, mais il affirma sa position. Nous voulons protéger notre enfant. Les jugements peuvent attendre, la vie ne peut pas. La réaction fut mixte. Les commentaires saluèrent son courage, d'autres le critiquèrent pour ce qu'ils appelaient une indécence. Le fait est que, par sa déclaration, il fit un pas décisif. Il transforma le secret en geste assumé. Il offrit ainsi à Johanna quelque chose qu'aucune procédure ne pouvait apporter, la transparence. Dans les jours qui suivirent, il organisa une réunion avec le personnel, expliqua les raisons de ses décisions et promit que, désormais, toute action se ferait sous contrôle médical et juridique. La tension entre Dolores et Johanna ne se dissipa pas comme par enchantement. Les deux femmes demeuraient à distance l'une de l'autre, chacune enfermée dans ses propres raisons. Dolores, blessée dans son orgueil, n'acceptait pas immédiatement la situation. Elle ressentait la nouveauté comme une trahison. Johanna, de son côté, resta humble, consciente qu'un geste salvateur pouvait susciter l'hostilité. Mais la présence régulière du bébé, son regard confiant, rendait les fractures moins franches. La vie a cette habileté de rendre la réparation possible à force d'attention. Le procès moral que mena une partie de l'opinion publique fut long. L'avocat de la famille, prudent, conclut qu'il n'y avait pas de base légale pour retirer l'enfant ou porter plainte contre Johanna, tant que les actes se faisaient avec consentement et encadrement médical. Les charges que souhaitaient certains n'aboutirent pas. La loi n'avait pas prévu une telle situation, ou plutôt, elle laissait la place au bon sens médical. Cela redonna à Fabio une marge de manœuvre pour protéger sa famille juridiquement. La maison reprit lentement une respiration différente, plus partagée, moins fardée. Certains employés restèrent sur la réserve, d'autres se firent moins discrets dans leur soutien. Johanna put reprendre un rôle auprès du bébé, formalisé par une relation de soins reconnue, avec horaires, pauses et conditions claires. La position publique de Fabio et la décision médicale aidèrent à stabiliser les choses. Pour Dolores, la transformation fut une route lente. Elle ne se convertit pas d'un coup. Elle gardait son sens de la dignité et de l'ordre. Mais lorsqu'elle surprit un soir, par hasard, Johanna racontant à voix basse une anecdote invraisemblable au bébé et que le petit fit un petit rire qui fit fondre quelque chose en elle, elle sentit la barrière s'affaiblir. La tendresse, parfois, trouve des fissures dans la pierre la plus dure. Il y eut des réactions personnelles, des paroles qui valaient mieux que des gestes officiels. Fabio, qui n'avait jamais été un homme de grandes déclarations romantiques, trouva pourtant un langage pour parler à Johanna. Une soirée où l'incertitude avait donné place à la reconnaissance, il la prit à part dans le jardin d'hiver. Il lui dit, sans grands mots, qu'il n'avait pas seulement respecté son acte, mais qu'il avait appris à connaître la force de son amour. Johanna, surprise par l'émotion contenue de l'homme, sentit que quelque chose d'autre que le respect s'installait entre eux. La décision qui suivit, pour beaucoup, fut la plus inattendue. Fabio demanda à Johanna, devant la maison, dans un petit cercle restreint, de l'épouser.
Ce geste ne fut pas une stratégie médiatique, mais une promesse. Il la formula comme telle. « Je veux protéger nos enfants, et je veux que tu saches que je choisis la vie avec toi. » Le mariage, pour lui, était une façon de rendre institutionnelle la protection qu'il souhaitait offrir. Pour Johanna, ce fut une reconnaissance qui dépassait le travail. C'était une ouverture vers un avenir qui, jadis, lui paraissait fermé. Dolores, apprenant la nouvelle, fit ce qu'elle savait faire le mieux. Elle se dressa, protesta, menaça de couper les ponts. Les débats familiaux furent féroces et longs. Ils se disputèrent la manière et le moment. Nombre de proches, choqués, se mirent contre la décision. Mais Fabio tint bon. L'engagement, dit-il, était une nécessité humaine. Il n'abolissait pas le passé, il dessinait les contours d'une responsabilité commune. La cérémonie fut petite. Pas de grand salon ni de faste, un acte simple, à l'église de quartier, et un repas modeste. Les visages présents étaient ceux de personnes qui, par différentes routes, avaient choisi d'être là. Dolores, réticente, ne vint pas au début. Elle resta en retrait, regardant d'en haut, comme pour protéger son propre cœur. Mais au moment où la musique joua et que Johanna marcha, silencieuse vers son avenir, la vieille femme sentit quelque chose se délier en elle. Elle finit par entrer, regarder les jeunes époux et rester, silencieuse, pour voir la nouvelle famille se former. Les mois qui suivirent ne furent pas exempts de conflits. La société n'avait pas changé d'avis parce qu'un mariage avait été célébré. Il y eut encore des commentaires, des jugements. Mais au cœur de la maison, une routine nouvelle s'installa. Gaël grandit, reprit du poids, rit. Johanna et Fabio apprirent à gérer leur couple, parfois maladroit, souvent intime sur des choses concrètes. Ils construisèrent un terrain commun d'entente, les horaires, les soins, les petites attentions. La maison changea d'odeur, on y sentait désormais la chaleur des repas partagés et non seulement l'ordre du service. La réconciliation entre Dolores et Johanna prit du temps. Dolores ne devint pas immédiatement une grand-mère enjouée. Elle resta quelqu'un qui avait peur pour l'image. Mais elle se révéla aussi capable d'une conversion. Voir l'enfant grandir à l'abri, le voir rire avec la présence de sa mère adoptive, éroda peu à peu son arrêt. Elle finit par se rendre compte que la véritable chose à protéger n'était pas la forme, mais la vie qui battait là, entre deux générations. La naissance d'un nouvel enfant, quelques années plus tard, cimenta la transformation. Johanna donna naissance à une fille, Sophia, un enfant né dans l'amour et la vulnérabilité, célébré par une maison devenue peu à peu plus humaine. Dolores, pour la première fois depuis longtemps, couvrit de ses mains une tête d'enfant et sentit fondre la distance. La tendresse qui passait entre les mains de la mère et la grand-mère fut lente, précautionneuse, mais véritable. La presse commenta la naissance comme un épilogue confortable. La famille recomposée trouve la paix. Mais pour ceux qui avaient vécu au cœur de cette histoire, la paix n'était pas l'oubli, elle était le fruit d'épreuves et d'apprentissage. Johanna n'avait pas été une héroïne sans faille. Elle avait été une femme qui, blessée par la perte, avait trouvé un sens à sa douleur en offrant la vie. Fabio n'était pas devenu un saint. Il avait été un père qui avait appris à prioriser l'humain. Dolores n'avait pas renoncé à sa dignité, elle avait trouvé une manière de l'élargir. Dans le silence retrouvé des nuits, il restait des traces, le doudou réparé, conservé comme un talisman, les photos rangées dans un album familial moins honteux que fier de ce qu'il racontait. Non les images volées par curiosité, mais les images d'une famille qui avait réappris à se tenir ensemble. Les rideaux de la grande maison, jadis hermétiques, furent tirés plus souvent. On mit une chaise près du berceau pour ceux qui voulaient veiller, pour ceux qui avaient besoin de toucher la vie. Carla, la détective, quitta la maison avec une petite gêne et une grande leçon. Elle continua son travail, mais désormais plus attentivement. Elle apprit que les images pouvaient sauver ou blesser, qu'elles étaient des instruments à double tranchant. Dans ses colis d'archives, elle garda une photo qu'elle n'avait jamais publiée. Johanna, le visage illuminé, tenant Sophia nouveau-née, Dolores, de profil, regardant l'enfant comme si c'était la première fois. Carla savait que certaines images valaient mieux si on en gardait la délicatesse pour soi. Les années firent leur travail d'usure et de réparation. Gaël grandit, robuste, joueur. Sophia naquit, choyée. La maison, qui avait été le théâtre d'une crise, devint, avec le temps, un foyer où la complexité humaine avait trouvé une forme de grâce. Les voisins parlaient parfois de cette histoire comme d'un conte moral, souvent incomplet. Mais ceux qui avaient vécu dedans savaient la vérité. On n'efface pas facilement le malheur, mais on peut le transformer avec des gestes passés de main en main.
La dernière image de cette histoire fut simple. Un après-midi d'automne, Dolores, assise sur le banc du jardin public de la maison, regarda ses deux petits-enfants jouer. Elle caressa la joue de Johanna avec une douceur improbable. Personne ne fit de discours, il n'y eut pas d'apothéose. Il y eut seulement le son des rires, la petite respiration d'un bébé endormi en arrière-plan, et une vieille femme qui avait appris que la dignité ne se préserve pas en serrant les poings, mais en les ouvrant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui comprend que le courage prend parfois la forme la plus humble, offrir ce que l'on a à ceux qui en ont besoin. Dans les carnets privés de la maison, un mot fut écrit par Johanna et glissé dans l'album familial. Il disait simplement « Nous avons sauvé une vie parce que nous étions prêts à écouter un cri ». C'était une phrase discrète, sans prétention, qui résumait l'essentiel. La compassion, face à la peur, a parfois la force de redessiner toute une famille.